Je vais commencer par vous poser une question. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, vous l'utilisez tous les jours. Ça, c'est la suite de protocoles TCP/IP. Autrement dit, c'est Internet. Globalement, on n'y comprend rien. Mais tous les jours, on l'utilise. Deuxième petite question, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pareil, on ne comprend pas grand-chose. Ça, ce sont des blocs. Et au sein de ces blocs, vous avez un certain nombre de transactions. Ces blocs s'ajoutent les uns après les autres et forment une chaîne. C'est donc une chaîne de blocs. Et c'est la fameuse blockchain. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas décrypter ensemble ces slides pour comprendre ce que c'est que la blockchain. Ce que je vous propose, c'est de partir plutôt en voyage. Dans le Pacifique Sud, c'est pas mal, dans une petite nation qu'on appelle les Yap. Chez les Yap, on trouve des grosses pierres rondes avec un trou au milieu. Et bien ces pierres, c'est de la monnaie. Alors, pas très pratique pour aller acheter son pain. Mais les Yap ont trouvé une solution. Ils utilisent la tradition orale pour savoir à qui appartient quelle pierre. Imaginons que la grosse pierre que vous voyez au premier plan appartienne à Alice. Et que Alice ait décidé d'aller acheter une voiture à Bob. Elle va aller sur la place du village et elle va annoncer la transaction. Comme ça, tout le monde saura que maintenant, la grosse pierre n'appartient plus à Alice, mais qu'elle appartient à Bob. Alors, au bout d'un moment, les transactions quand même se multiplient et le chef se dit « c'est pas mal la tradition orale, mais peut-être qu'on ferait mieux d'enregistrer ça sur un registre. » Alors, on se retrouve alors, il va nommer quelqu'un dans son village pour tenir ce registre. Il va falloir lui donner un nom, et le nom de cette personne, ce sera le banquier. Donc, on se retrouve alors dans la situation suivante. Quand Alice veut donner 10 à Bob, elle va aller voir le banquier, qui va vérifier qu'à l'intérieur de son compte, elle dispose bien des 10, et puis enregistrer la transaction. Le système fonctionne plutôt pas mal. C'est assez efficace, mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'il a quand même des défauts. Par exemple, quand le banquier est en vacances, eh ben, on ne peut pas faire de transaction. Et puis, petit à petit, le banquier, on a l'impression que ça devient un homme puissant. C'est aussi un homme riche d'ailleurs, parce que en fait, il a une petite idée, le banquier, il prend une petite commission à chaque fois qu'il enregistre une transaction. Donc il est devenu un homme riche, les villageois en ont marre, se rebellent, vont voir le chef, et le chef prend une décision radicale, il décide que tout le monde va être banquier. On se retrouve alors dans la situation suivante, avec Alice qui veut toujours donner ses 10 à Bob. Elle va se retrouver comme au temps des pierres, elle va aller au centre du village pour annoncer la transaction. Mais cette fois-ci, tout le monde va vérifier et enregistrer la transaction sur le registre. Et bien ce registre, c'est ça, la blockchain. La blockchain, c'est un registre d'enregistrement de transactions qui est ordonné chronologiquement, distribué sur tous les ordinateurs du réseau et sécurisé. Alors, pourquoi il est sécurisé? Eh bien, il est sécurisé parce qu'il est distribué. Si vous voulez, par exemple, corrompre le registre, il va falloir le corrompre sur tous les ordinateurs du réseau. Alors, ce concept, les experts disent que cela va devenir à la transaction ce que Internet a apporté comme révolution à l'information. Alors, grâce à ça, plus de banquier, puisque le banquier, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. C'est génial. Mais alors, d'où ça vient? Nous sommes en 2008 et le monde vient de connaître la crise des subprimes. Alors c'est quoi la crise des subprimes? C'est d'abord une crise bancaire, une crise de confiance dans le système bancaire. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. C'est pas mon vrai nom bien sûr, et personne ne connaît mon identité. Mais par contre j'ai observé cette crise et j'ai réfléchi à un système qui permettrait de s'échanger de la monnaie sans passer par une banque. Ce système et cette monnaie, je les ai créés en janvier 2009 et je les ai appelés Bitcoin. Alors, c'est quoi les grands principes de Bitcoin? Bitcoin, ça fonctionne un peu comme l'encyclopédie
participative en ligne qui s'appelle Wikipédia, que vous connaissez peut-être. Chacun peut, sur Wikipédia, apporter sa pierre à une définition d'un mot. Améliorer aussi le système. Ce qu'on sait un petit peu moins sur Wikipédia, c'est que tout le monde peut aussi améliorer les algorithmes qui sont derrière. Et bien Bitcoin, ça reprend les mêmes principes. Bitcoin, c'est un logiciel libre, c'est-à-dire que ça n'appartient à personne. C'est un logiciel participatif, c'est-à-dire que tout le monde peut contribuer non seulement à son fonctionnement, mais aussi à l'amélioration des algorithmes derrière. Enfin, c'est un système qui est décentralisé, c'est-à-dire que ça ne passe pas par une banque ou par un organisme centralisateur. Alors, Bitcoin, c'est aussi une monnaie. Alors, comme c'est une monnaie, j'avais 3 contraintes techniques à résoudre. La première, c'est comme ce billet de banque, il fallait que je puisse m'assurer qu'on puisse le prendre d'une poche à une autre. Le deuxième, c'était le problème du numéro de série, de manière à s'assurer que quelqu'un ne puisse pas utiliser en même temps 2 fois ce même billet. Enfin, un billet, c'est de la monnaie, et il y a quand même une notion de confiance, il fallait que je fasse en sorte que les gens aient confiance dans la monnaie. Alors, en face de ces 3 contraintes, j'ai apporté 3 solutions techniques. La première, c'est que j'ai utilisé le réseau peer-to-peer pour permettre le fameux passage d'une poche à une autre. Alors, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas le réseau peer-to-peer, c'est simplement un réseau qui permet à des ordinateurs de se parler sans passer par un serveur central. Ceux qui ont des enfants qui ont téléchargé il y a quelques années de la musique illégale sur Internet, utilisaient ce réseau peer-to-peer. Ensuite, pour éviter qu'on utilise 2 fois mon fameux billet, j'ai eu l'idée de mettre ça dans un registre partagé, public et distribué, de manière à ce que tout le monde puisse vérifier que les transactions étaient bien uniques. C'est ça, la fameuse blockchain. Enfin, pour garantir la confiance, j'ai permis à toute la communauté de valider l'ensemble, comme ça, c'était ouvert et transparent. Avec ça, on avait la confiance. En créant ce système, j'ai créé la première blockchain, la blockchain Bitcoin. Alors, on en est où maintenant depuis cette invention en janvier 2009? Et bien Bitcoin, ça représente aujourd'hui une masse monétaire de 6 milliards d'euros. Bitcoin, c'est 200 000 transactions par jour. Et c'est une monnaie qui est convertible dans toutes les devises. Ce matin, par exemple, le cours de Bitcoin est de 372 € pour un Bitcoin. Alors, ça a permis aussi quelque chose de sympathique pour les pays qui avaient un problème de système bancaire précaire. Ça a permis aux habitants simplement de pouvoir échanger de la monnaie de manière électronique. Donc, on voit tous les avantages que ça apporte. Mais, au fait, comment ça marche? Comment on fait ces fameuses validations? Si vous voulez le savoir, je veux avoir besoin de vous. Imaginez que vous êtes tous un ordinateur et que vous êtes chacun dans un pays différent. C'est bon? Vous avez votre pays? Voilà. Alors, je vais vous poser un problème, le même problème pour tout le monde, identique, de Sudoku. La grille de mon Sudoku est en fait constituée de morceaux de transactions. Le premier d'entre vous qui résout le problème, je vais lui donner des nouveaux bitcoins. C'est d'ailleurs le seul et unique moment où je vais créer de la monnaie dans mon système. Le premier d'entre vous qui trouve, je lui donne les bitcoins. Alors, mettons que l'un d'entre vous trouve. À ce moment-là, c'est comme le problème de Sudoku. C'est très très difficile à résoudre, mais il est extrêmement facile de s'assurer que le résultat est correct. Donc une fois que l'un d'entre vous va avoir trouvé, 4 ou 5 personnes dans la salle va vérifier que le résultat est correct. Et une fois que cette vérification aura été faite, eh bien vous allez tous enregistrer le résultat sur chacun de vos disques durs. Et en ayant fait ça, vous allez avoir validé les transactions. Faire le fameux minage, qui est le terme technique pour le fait de valider ces transactions. Voilà. Alors à ce stade de la compétition, vous êtes en train de vous dire « mais ça, c'est quand même un truc de banque. Qu'est-ce que ça vient faire ici, chez Transdev ?» Et bien pour le savoir, je vous propose de répondre à la question suivante. Mais au fait, c'est quoi une transaction? Bon,
Question compliquée, Hubert. Bon, on a bien compris, la blockchain, enfin le bitcoin et la monnaie numérique, c'est la première application de la blockchain. Mais une transaction, finalement, ça ne reste qu'un type de transfert de propriété. Donc la monnaie qui va partir d'Alice et aller à Bob, une voiture que Bob voudra vendre à Alice, ou plutôt un titre de propriété que Bob vendra à Alice. À ce sujet, moi je vais vous emmener en voyage aussi. Moi je vous amène en Amérique centrale, je vous amène en Honduras. Le Honduras est un pays dans lequel la corruption sévit encore de nos jours. Et quand on est plutôt bien placé dans la hiérarchie administrative, on peut facilement offrir un terrain, avec une belle vue sur la plage, à ses amis. Forcément, les Honduriens ont perdu confiance dans leur système d'administration. Alors, pour régler ça, reprenons rapidement ce qu'est la blockchain. La blockchain, c'est donc un registre dans lequel, dans lequel les échanges qu'on va mettre à l'intérieur seront sécurisés, immuables, et qu'on pourra vérifier l'authenticité à n'importe quel moment. Et ça correspond bien au cadastre. Donc le Honduras a décidé de mettre en place le premier cadastre numérique adossé à la blockchain. Alors on a vu, on a fait disparaître le métier de banquier, là c'est le métier de notaire qu'on fait disparaître. Dans le même registre, dans le même ordre d'idées, de vouloir sécuriser des documents et de pouvoir s'assurer de l'authenticité de celui-ci, il y a les diplômes. Alors, effectivement, aujourd'hui, il est relativement facile de falsifier un diplôme. Un coup de Photoshop et ça y est, je suis diplômé d'Harvard. Bon, il y en a beaucoup qui me connaissent ici, ils savent que c'est pas vrai. Alors comment ça marche? Demain, dans votre profil LinkedIn ou dans votre CV, vous allez inscrire le lien d'une transaction de la blockchain. Dans cette transaction, il aura été mis une empreinte digitale, une empreinte numérique de votre diplôme. Cette transaction aura été envoyée par l'école, ce qui donne une certaine légitimité à la transaction. Et donc maintenant, les services RH de Transdev pourront utiliser n'importe quel explorateur de blockchain pour vérifier et s'assurer de la validité du diplôme. Fini les fraudes, ça peut servir. Alors on dirait, ok, ces exemples existent, ça commence à venir, il faut savoir que sur ces histoires de diplômes, la prochaine promotion du pôle universitaire Léonard de Vinci aura son diplôme inscrit dans la blockchain. Donc c'est une réalité maintenant. Mais qu'en est-il dans le domaine qui nous intéresse, le domaine des transports? Quand vous commandez un billet d'avion, la plupart du temps, vous souscrivez à une assurance de retard. Ces assurances de retard sont un contrat passé avec le transporteur. Aujourd'hui, quand vous arrivez en retard, bah c'est un peu la galère. On s'est tous retrouvés dans le truc où il faut donner un papier pour justifier du retard, il faut attendre un temps de traitement administratif relativement long, et puis là on peut espérer avoir une compensation sur le retard. Imaginons maintenant que demain, toutes ces conditions contractuelles soient mises dans un programme informatique qui s'exécute automatiquement à partir du moment où on lui donne l'information du retard. Vous atterrissez à Paris, la compagnie ou l'aéroport ouvre la donnée du retard, c'est directement implémenté dans ce programme qui va transférer à la blockchain l'autorisation d'une transaction. Vous arrivez, vous atterrissez, vous avez déjà l'argent de la transaction qui est sur votre compte. Alors, les banquiers, c'est plus trop ça. Les notaires, ça commence à être difficile pour eux. Et bien là, c'est le métier d'assureur qui peut disparaître. Prenons maintenant le cas d'Uber. Pas Uber, hein. Uber. Merci. Alors, on connaît tous Uber, on connaît tous ce que Uber a fait et l'ubérisation du monde des taxis. Uber, finalement, a capté la relation entre les conducteurs de VTC
et les clients. En captant cette relation, ils ont la main mise sur à peu près tout. On se souvient, en octobre de l'année dernière, ils ont décidé de baisser de 20% le prix des courses. Alors très bien pour le client. Pour les conducteurs, c'est un peu difficile et leur chiffre d'affaires s'en retrouve fortement impacté. De la même façon, Uber, je vous le rappelle, prend 20% sur les transactions qui ont lieu à chaque course. Alors en quoi la blockchain peut nous aider là-dedans? Imaginons maintenant que on considère un pool de VTC dans une région donnée. Ceux-ci décident de se mettre et de créer une sorte de coopérative 2.0 dans laquelle ils vont baser les éléments de gouvernance à travers de choses relativement claires, précises, et tout ça inscrit dans la blockchain. Les décisions qui seront prises par ces VTC n'appartiennent qu'à la communauté VTC. Il n'y a plus d'intermédiaire. On s'affranchit de l'intermédiaire qui est Uber. Alors évidemment, on voit tout de suite l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'ils vont fixer eux-mêmes leur prix, et donc en fonction du marché s'adapter. Et le deuxième intérêt, c'est que les transactions vont être beaucoup moins importantes. On estime aujourd'hui que ces transactions seront de l'ordre de 5%, juste pour faire vivre la communauté, vivre la coopérative. Et donc l'implication de chacun sera valorisée et donneront lieu à un droit de vote et à un poids dans la gouvernance. Et je vous rappelle, cette gouvernance, elle est établie dès le début. Alors ça, c'est pareil, ça n'est pas quelque chose de complètement futuriste. Aujourd'hui, il y a une application, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle Arcade City. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un conducteur d'Uber qui l'a créé. Et cette application permet d'avoir une organisation autonome, complètement décentralisée. Et c'est bien une relation désormais entre le VTC et son client qui prévaut. Un dernier exemple, dans le monde du transport, la Zouz. Alors la Zouz, c'est un service de covoiturage urbain, comme on peut en connaître par ailleurs. Mais en quoi la blockchain est intervenue dans ce sujet? Eh bien la Zouz, là encore, on est sur une plateforme autogérée. Quand vous êtes covoitureur, vous emmenez un certain nombre de personnes et vous êtes rémunéré par des jetons. Ces jetons, ils les ont appelés des Zouz, original. Ces Zouz sont stockés dans la blockchain. Le lendemain, le même covoitureur devient covoituré. Et il va utiliser ces Zouz pour rémunérer la personne qui le transporte. Là encore, le principe même de la Zouz, c'est de créer un écosystème dans lequel il y aura ces échanges ces fameux échanges de Zouz. Ainsi, les développeurs qui vont aider à mettre au point l'application et à la maintenir dans le temps seront eux-mêmes rémunérés en Zouz. Une personne qui va faire de la communication participera à l'aventure, sera elle-même rémunérée en Zouz. C'est donc tout un écosystème qui se crée autour de cette application. Alors, juste pour finir, la blockchain, on a bien compris, c'est un truc qui est en pleine révolution, c'est quelque chose de pas complètement mature aujourd'hui. Beaucoup disent que c'est un peu utopique. Souvenez-vous juste d'Internet. Internet, les premiers protocoles sont arrivés dans les années 73 et le fameux WWW, le World Wide Web, a fini par arriver en 90. Et aujourd'hui, on est tous connectés, on l'utilise tous. Alors je pense que cette technologie blockchain, il faut la suivre. Et donc, en synthèse... Et bien, en synthèse, on a tous compris que la blockchain va apporter une vraie révolution sur les transactions. Elle va aussi apporter la possibilité, et c'est important, de pouvoir créer des coopératives 2.0 de manière extrêmement facile. Alors, nous, opérateurs de transport, eh ben, ça va nous obliger à repenser l'organisation des mobilités. Alors, maintenant que vous connaissez tous ce que c'est que ce fameux gros mot de blockchain, eh ben, on va pouvoir réfléchir ensemble, tous ensemble, pour faire en sorte que cette nouvelle technologie constitue un atout pour le transdev de demain. Merci à tous. Bravo.